Mon ami, il y a des lieux qui sont un véritable paradoxe. De loin, on se dit « Waouh, c'est incroyable, je dois absolument voir ça. Quelle femme magnifique !» Et cette bombe qui danse. Mais une fois sur place, c'est là que les choses deviennent réellement intéressantes. Les couleurs vous captivent. La musique, elle vous invite irrésistiblement à danser. Les habitants, ils vous reçoivent comme de vieux amis. Mais derrière tout cela, il y a une histoire différente qui se déroule. Une histoire que personne ne raconte et qui change complètement votre perception de l'endroit. Et aujourd'hui, c'est cette version que je vais vous montrer. Mais attention, je vous préviens, après l'avoir vue, impossible de l'oublier. 1. La Havane que personne ne montre. Vous voyez ces photos de la Havane partout? Voitures colorées, musique de rue, sourire aux lèvres et un coucher de soleil digne d'une couverture de magazine? Eh bien, mon ami, bienvenue à la version Instagram de Cuba. Maintenant, laissez-moi vous montrer la version réelle. Je suis dans la rue San Lázaro, l'une des plus importantes du centre de la Havane. À première vue, elle a encore une certaine beauté. Des bâtiments avec des détails architecturaux du début du XXe siècle, des moulures finement travaillées, des fenêtres en bois, mais il suffit de lever la tête pour découvrir la vérité. Ici, sur 10 bâtiments, 8 ou même 9 auraient déjà dû être démolis. C'est ce qui est réellement alarmant. Ce n'est pas exagéré, c'est littéralement dangereux de marcher ici. Il y a des dalles de toit qui peuvent vous tomber sur la tête à tout moment. Et quand je dis que c'est dangereux de marcher dans cette rue, ce n'est pas un danger comme trébucher sur le trottoir, non. Il y a un danger qu'un morceau de dalle de toit vous tombe sur la tête pendant que vous achetez du pain. Et ce qui est le plus terrifiant, ce n'est pas un cas isolé. Cette rue en est juste une parmi toutes les autres qui sont dans le même état. À la Havane, ne pas regarder en l'air, c'est risquer sa vie. Ce n'est pas une figure de style. Récemment, un morceau de toit est tombé sur la rue Reina, une autre des avenues les plus fréquentées de la ville. Malgré cela, des gens vivent ici. Des familles entières, des enfants qui jouent au milieu de la rue, des personnes âgées assises sur les trottoirs, tout cela comme si rien ne se passait. Cependant, si vous y prêtez attention, vous remarquerez sur les visages cette combinaison de résignation et de crainte, car le péril ici ne vient pas seulement de la rue, il provient du haut. Deuxièmement, vivre en danger. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ces gens continuent-ils à vivre ici si l'immeuble est sur le point de s'effondrer? La réponse est simple et cruelle. Parce qu'à Cuba, quitter sa maison peut être plus dangereux que d'y rester. Si vous vous rendez dans un abri gouvernemental, préparez-vous à attendre un nouveau logement pendant 15 ou 20 ans. Et encore, si cela arrive un jour. C'est presque un plan de logement post-mortem. Et il y a un autre détail, le coût. Le Cubain moyen perçoit entre 10 et 15 $ par mois. Acquérir un appartement, c'est tout bonnement impossible. Même avec les prix qui chutent au centre de la Havane, on peut trouver un appartement de 40 mètres carrés pour 25 000 $ ou moins, mais pour quelqu'un qui gagne ce genre de salaire, c'est comme acheter un manoir à Paris. C'est pourquoi, quand quelqu'un vend, c'est généralement parce qu'il fuit le pays. Et il vend avec tout dedans, meubles, électroménagers et même les casseroles. Connaissez-vous cette expression, vendre une maison entièrement meublée? Ici, c'est vendre sa vie à porte ouverte, car le propriétaire n'a aucune intention de revenir. Qui reste? Généralement, ce sont ceux qui n'ont pas de famille, pas de ressources et pas de passeport. Ce sont des gens qui n'ont tout simplement nulle part où aller. Alors, chaque jour, ils vivent comme s'ils participaient à un jeu dangereux. Mais dans ce jeu, le toit risque de s'effondrer avant la prochaine manche. 3. Des voitures anciennes, mais à des prix modernes. S'il y a une image que tout le monde associe à Cuba, c'est bien celle des voitures colorées anciennes qui roulent comme si le temps s'était arrêté dans les années 50. Et elles sont bien là, magnifiques, photogéniques et sentant la vieille essence. Ces amandeiras, comme les appellent les Cubains, sont des taxis qui relient à des quartiers comme El Vedado, la partie moderne de la ville, à Galiano, l'une des rues les plus animées de la Havane. Belle, oui, mais aussi chère pour la réalité locale. Une course coûte de 100 à 150 pesos cubains, ce qui fait entre 30 et 45 cents américains. Cela semble peu, n'est-ce pas? Mais réfléchissez, pour qui gagne 10 $ par mois, dépenser presque un demi-dollar pour un trajet, c'est comme brûler un billet de 100 chez moi pour quelques pâtés de maison.
Le transport d'État est bondé, lent et très rarement à l'heure. De plus, le secteur privé fait payer ce qu'il désire. Le gouvernement essaie bien de contrôler, mais les chauffeurs répondent « Mon ami, l'État ne me fournit même pas les pneus. » Alors imaginez l'essence. Tout doit être acheté dans des magasins qui vendent en devises étrangères et à des prix qui feraient pleurer votre chauffeur Uber. Le résultat? Arriver à l'heure au travail ou à l'école est presque un coup de chance. Et à Cuba, la chance n'est pas quelque chose sur laquelle on peut compter quotidiennement. 4. Manger est un luxe. Imaginez vous lever tôt, aller dans un simple snack et commander un petit déjeuner de base. Pas de saumon, pas de pain artisanal, pas de café gourmet avec un nom français, juste le strict minimum, pain, œufs, café. Maintenant, imaginez que la note se monte à 2728 pesos cubains, soit l'équivalent de 8,30 $, c'est-à-dire 2 $ de plus que le salaire minimum mensuel à Cuba. Oui, vous avez parfaitement entendu. Un petit déjeuner peut coûter plus qu'un mois entier de travail. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on ramène à la maison avec ce salaire? Un pain qui devient acide du jour au lendemain. 5 œufs, c'est ce que le carnet de rationnement vous offre, et cela ne tient même pas 5 jours. Et chez beaucoup de gens, le petit déjeuner des enfants, c'est du pain avec de l'eau et du sucre. La pénurie est si grande qu'acheter de la nourriture est quasiment devenu un jeu de survie. Avant d'emporter quoi que ce soit, il faut goûter pour s'assurer que ce n'est pas avarié. Imaginez devoir mordre dans un cupcake juste pour être sûr de ne pas jeter votre argent. Ici, c'est la routine. Au final, bien manger à Cuba est devenu un luxe. Et comme tout luxe, ce n'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, rendez-moi un service. Envoyez ça à votre ami communiste avec un iPhone qui croit que Cuba est le paradis. Envoyez-lui sans rien expliquer. Il n'y croira pas, n'est-ce pas? Ou alors il va blâmer les États-Unis, comme d'habitude. Et oui, car un âne, ça ne comprend pas le bon steak, mais seulement l'herbe. 5e, le marché noir. Si vous pensiez que le petit déjeuner coûteux était le summum, attendez. Car ici à Cuba, ce qui est effrayant, ce n'est pas seulement le prix des choses, c'est de ne pas les avoir du tout. Poulet, huile, détergent, pâtes, saucisses, des produits qu'on trouve au coin de la rue dans d'autres pays, ici, ils disparaissent pendant des semaines. Et quand ils apparaissent, soit ils sont dans les magasins d'État, très chers et payables en devises étrangères, soit sur le fameux marché informel qui maintient réellement le pays à flot. C'est sur ce marché que parviennent les marchandises acheminées par les Cubains résidant à l'étranger, profitant de leur quota annuel de 120 kg par personne. Et nous ne parlons pas ici de simples cadeaux familiaux, non. Ce sont des appareils électroménagers, des vêtements, des chaussures, de la nourriture, tout ce qui approvisionne ensuite les petits commerces privés qui vendent des moins chers et de meilleure qualité que les magasins d'État. Voilà le résultat. Des petits commerces privés qui vendent moins cher et mieux que n'importe quel magasin du gouvernement. Mais bien sûr, le gouvernement a vu que ça marchait et s'est dit « Tiens, si on gâchait ça aussi ?» Maintenant, ils veulent taxer même les importations personnelles en devises. Alors, mon ami, nul besoin d'être un économiste pour le deviner. Tout va augmenter en prix. Et qui règle la note au bout du compte? Toujours le peuple. Car à Cuba, si quelque chose commence à bien fonctionner, ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne devienne un problème. 6. Le gouvernement complique. Et comme si ce n'était pas déjà assez difficile, le gouvernement cubain a trouvé un moyen d'innover pour rendre la vie des gens encore plus compliquée. Le nouveau plan? Étrangler davantage le secteur privé. Les plans incluent désormais de restreindre le secteur privé et de mettre fin à l'importation gratuite de nourriture, de médicaments et de produits d'hygiène, cette même mesure qui avait été créée après les manifestations du 11 juillet 2021. Si cela se produit vraiment, ceux qui survivent encore en rapportant des produits de l'étranger pour les vendre dans le pays vont tout simplement arrêter. S'ils coupent ça, mon ami, oublie. Ce seront des étagères vides et un marché noir bondé. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour aider le peuple, pour ne pas dire le contraire, ils ont aussi inventé ce fameux plafond de prix, une limite sur le prix que les commerçants peuvent facturer. En théorie, ça semble beau. Nous allons rendre tout moins cher pour le peuple. En pratique, les propriétaires des MPME, les petites et moyennes entreprises privées, dissimulent leurs produits pour éviter de vendre à perte. Et devinez où ces articles refont surface? Sur le marché noir,
mais encore plus cher. Autrement dit, le même gouvernement qui prétend aider est celui qui pousse le Cubain de plus en plus profondément dans ce trou. 7. La fuite massive. Lorsque la vie se transforme en un jeu de survie, les Cubains font ce que n'importe qui d'autre ferait. Ils cherchent la sortie la plus proche. Et ces dernières années, cette sortie a conduit plus d'un demi-million de personnes hors de l'île à l'époque où Biden a pris ses fonctions aux États-Unis. C'est presque comme si la moitié de la Havane avait décidé de faire ses valises en même temps, sauf que même cette dernière porte a commencé à se fermer. Le fameux programme de libération conditionnelle humanitaire, qui permettait l'entrée mensuelle de 30 000 personnes aux États-Unis, y compris des Cubains, des Nicaraguayens, des Vénézuéliens et des Haïtiens, a été temporairement suspendu. La raison? Fraude et de la grosse. Il y a eu des adresses inventées, des sponsors fantômes et même des noms de personnes décédées qui sont apparus sur les papiers. Et bien sûr, comme tout ici, c'est aussi devenu un business. Des gens faisaient payer pour trouver un parrain fictif et garantir le voyage. Avec cette suspension, de nombreux vols ont été annulés du jour au lendemain. Des familles qui avaient déjà fait leurs valises ont dû ravaler leurs rêves à sec. Et ceux qui veulent encore partir visent de maintenant des destinations improbables comme Trinité et Tobago, ou même la Thaïlande, qui autorise l'entrée sans visa. Car, si le rêve américain n'est pas possible, on tente le plan C, D ou Z. Mais la vérité est simple et cruelle. Pour ceux qui restent, la vie ne s'améliore pas. Pour ceux qui veulent partir, les portes sont de plus en plus petites, et si ça continue, on ne pourra bientôt même plus passer de côté. 8. Survivre est un art. À Cuba, survivre n'est pas seulement une question de travail, c'est une question de stratégie. La plupart des gens y participent, malgré eux, car vivre ici, c'est apprendre à déjouer la pénurie de nourriture, l'inflation et le gouvernement, tout cela simultanément. Et bien souvent, cette stratégie nécessite l'aide de ceux qui vivent à l'étranger. Une bonne partie de la population qui reste sur l'île vit des transferts de fonds envoyés par des proches à l'étranger. Mais, contrairement à ce que beaucoup imaginent, cet argent a beaucoup diminué. Avec l'exode, des familles se sont réunies hors de Cuba. Et quand ça arrive, plus besoin d'envoyer de l'argent à ceux qui sont restés, car il ne reste presque plus personne. Le peso cubain ne vaut rien. C'est presque un souvenir. On le garde, mais il ne sert à rien. Au taux de change officiel, il vaut si peu que c'en est une blague. Sur le marché officiel, le taux de change est décourageant. Sur le marché noir, il peut même valoir 200% de plus. Mais négocier là-bas peut entraîner jusqu'à 5 ans de prison, selon le journal d'État Granma. L'ironie? Le gouvernement sait parfaitement que les petites entreprises privées sont obligées d'acheter des devises sur le marché parallèle afin d'importer leurs produits. Et là, dans les rues, on trouve absolument de tout. Des gens qui vendent des vêtements d'occasion, des pièces d'électroménager et même des choses sorties des poubelles. Parce qu'ici, s'il y a quelqu'un prêt à payer, n'importe quoi devient un produit. À Cuba, on ne travaille pas uniquement pour vivre. Ici, on improvise pour survivre, en espérant que demain, ils n'inventent pas une nouvelle règle pour nous gêner. Numéro 9. Hôtels de luxe et ruines. Vous pensez qu'avec tant de gens vivant dans des maisons sur le point de s'effondrer, le gouvernement cubain investirait dans le logement social ou la rénovation des infrastructures? Ah, quelle naïveté! Ici, la priorité est ailleurs, les hôtels de luxe. Et ce n'est pas une exagération, vous savez. Pendant que des quartiers entiers de la Havane s'écroulent, les entreprises étatiques persistent à construire de nouveaux hôtels de luxe. Et ce n'est pas n'importe où, en fait. On parle de chantiers à la Havane, Varadero, Cayo Santa Maria et Holguín, les principales destinations touristiques du pays. Selon les données du ministère du Tourisme, rien qu'en 2023, plus de 3000 nouvelles chambres d'hôtel ont été ajoutées à Cuba, et ce, malgré le fait que le taux d'occupation touristique soit tombé de 65% en 2018 à moins de 50% en 2022. Il y a plus de chambres vides pour touristes que d'assiettes pleines sur la table des Cubains. Pendant ce temps, 80% des bâtiments du centre de la Havane nécessitent des réparations structurelles urgentes, et au moins 800 autres bâtiments de la capitale sont officiellement condamnés, selon la municipalité. Mais les rénover? Non, non. Il est plus rentable de construire un complexe 5 étoiles vue sur mer. Le contraste est frappant.
D'un côté, des étrangers buvant des mojitos dans la piscine à débordement de Varadero avec Wi-Fi et climatisation qui glacent jusqu'à l'os. De l'autre, des familles qui transportent des seaux d'eau parce que dans leur quartier, l'approvisionnement n'arrive que 2 fois par semaine quand il arrive. Et le détail le plus cynique, les agences de tourisme n'incluent jamais cette partie dans leur programme. Le tour officiel montre des voitures anciennes, de la musique live et des plages. La partie où la dalle de toit vous tombe sur la tête, ça, ce n'est pas inclus dans le forfait. Si les guides privés pouvaient montrer la vraie Havane, le touriste aurait une expérience complète. Une odeur d'égout mélangée à de la friture, des câbles électriques apparents, des façades colorées dissimulant des fissures qui ressemblent à des cartes routières. C'est inesthétique, c'est périlleux. Et c'est bien plus véridique que n'importe quelle carte postale. 10. Le portrait cruel. Le jour, la rue Galliano est très animée. Boutiques, petits commerces, des gens qui vont et viennent, essayant de faire tourner la vie. La nuit, elle devient un abri. Des sans-abri dorment sur des cartons, recouverts de sacs en plastique, afin de se protéger du froid et des moustiques. Ce scénario n'est malheureusement pas une exception. Selon l'ONG Observatoire cubain des droits de l'homme, plus de 70% des Cubains vivent en situation d'insécurité alimentaire et une bonne partie de la population urbaine est confrontée à un certain degré de précarité du logement. Dans la capitale, le déficit de logement dépasse déjà les 200 000 unités. Le système de rationnement créé dans les années 60 existe toujours. Mais ce n'est pas pour garantir de la nourriture à tous, c'est qu'il n'y en a pas assez. Le pain est compté, l'œuf est compté, et même comme ça, la distribution est défaillante. Prendre sa retraite à 65 ans ici signifie devoir continuer à travailler, car la pension moyenne avoisine les 1500 pesos cubains, soit l'équivalent de 4,50 $ américains par mois. L'augmentation de la criminalité et le manque de ressources font que beaucoup de gens vivent dans la peur, mais aussi avec une étrange résignation. C'est comme si le Cubain avait appris à s'adapter même à ce qui ne devrait pas être acceptable. Marcher ces rues, c'est comme un album de contrastes. Le sourire de celui qui vend du café sur le trottoir, la beauté naturelle des femmes cubaines, le bruit d'une vieille voiture qui passe, tout cela encadré par des murs fissurés et des bâtiments condamnés. Et c'est dans ce mélange de charme et d'abandon que Cuba continue de vivre, jour après jour, non pas comme le paradis des cartes postales, mais comme un lieu où survivre est déjà, en soi, un acte de résistance. Pendant que certains vendent des cartes postales, la vie ici est une telenovela et un cauchemar. Mais le pire, même en vous montrant tout cela, c'est qu'il y aura toujours des gens pour dire que c'est un mensonge. Mais je vous laisse décider. Est-ce le paradis ou du marketing politique bon marché? Commentez ci-dessous, et pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin, écrivez Cuba, puis cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran, car la prochaine histoire, il faut vraiment la voir pour le croire. Merci et à plus tard.